Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sivalgo, le podcast qui vise à élever le niveau de l'industrie de la construction. Aujourd'hui, on a un panel, c'est une édition très spéciale du podcast Sivalgo. On va parler non seulement des nids de poules, mais de la situation actuelle des routes au Québec. Aidez-nous dans notre mission, partagez le podcast avec votre réseau. On veut élever le niveau de l'industrie. Aujourd'hui, on a 4 invités très spéciaux. On a Frédéric Noël, président de Bitume Québec. On a Éric Lachance, professeur agréé en génie de la construction à l'ETS. On a Yvan Levac, VP développement des ventes Bitume Québec et Ontario chez GIP. Puis on a Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques et relations médias chez CAA Québec. On va avoir du fun, les gars. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être pour commencer, vous pourriez vous présenter rapidement. Frédéric, commençons par toi. Ben oui, bonjour, Frédéric Noël, donc président actuellement de l'association Bitume Québec. Et puis, je suis aussi directeur général pour Béton Provincial, la partie Bitume, et puis directeur technique corporatif. Moi, Nicolas Ryan, donc directeur des affaires publiques et relations médias chez CA Québec. De notre côté, on représente à peu près 1 400 000 membres au Québec, des gens qui prennent la route à tous les jours, qui voient la route en mauvais état, et on porte leur voix à travers la province et à travers aussi le réseau pan-canadien, donc tous les clubs CA à travers le pays aussi. Bonjour, moi, Yvan Levac avec GIP. Je suis représentant des ventes et développement d'affaires du bitume, Ontario et Québec. Ça fait 2 ans. Auparavant, j'étais directeur général de construction. J'ai 25 ans d'expérience dans l'industrie de la construction opérationnelle, où j'ai été responsable en même temps de nos opérations à Gatineau et à Ottawa. Donc, j'ai une expérience interprovinciale dans la construction. Ben moi, Éric Lachance-Tremblay, professeur en génie de la construction à l'ETS, donc l'École de technologie supérieure, puis mes recherches portent sur la réhabilitation de chaussées, tant la conception, le diagnostic, la réalisation que le suivi de performance dans le temps. Ben, merci beaucoup de vous être présenté. Fait qu'aujourd'hui, pour une mise en contexte, on va parler des routes municipales, mais aussi on va parler de la pression des budgets et des coûts sur la réhabilitation puis l'entretien des routes. Moi, j'aimerais ça peut-être qu'on commence par parler un peu de votre lien avec les routes. Comment vous venez à constater justement que les routes, c'est un enjeu, puis comment on peut faire pour les améliorer? Ben, tu sais, les routes, c'est notre quotidien dans notre domaine, puis dans notre vie personnelle également. On utilise les routes à tous les jours, puis en plus, dans le fond, on travaille dans le domaine. Nous, on fournit des bitumes pour faire la construction d'enrobés bitumineux, puis également, nos compagnies sœurs fabriquent les enrobés bitumineux. Et puis, ben, ce qu'on voit, c'est que d'année en année, les tonnages semblent toujours un peu diminuer. On en fait moins pour diverses raisons. Oui, augmentation de coûts, mais aussi par des choix de société qui dépensent moins dans ce réseau-là. Et puis, ben, qu'est-ce qui se produit? Moins d'entretien, diminution de la qualité du réseau parce qu'on l'entretient pas. Fait que diminution de la qualité du réseau. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire plus? Les citoyens, là, c'est quoi la situation? Ben, c'est ça, nous, on n'en construit pas des routes, mais on est à l'écoute justement de l'ensemble des membres. Puis une chose qu'on voit en ce moment, chaque année, on se posait la question, en fait, est-ce que c'est pire au Québec que ce l'était l'année d'avant? Moi, je leur dis souvent, j'en construis pas les routes, mais je peux vous faire part de ce que les gens nous disent. Et là, cette année, on voit vraiment les chiffres au niveau de nos services du remorquage chez CA Québec, nos services de crevaison. Donc, pour le mois de janvier, février, là, ça a été jusqu'à 75 % de hausse par rapport à l'année dernière pour la grande région de Montréal. Dans les premiers jours d'avril, là, c'était plus 30 %. Quand on prend tout ça ensemble, le mois de mars, ça a été un peu plus tranquille quand même. Mais tu sais, c'est des plus 20, plus 30, plus 40 % dans certaines régions. Donc, on le voit carrément. Là, c'est pas que les gens conduisent moins bien, c'est carrément que les routes sont moins belles. Et au final, ben, les gens, ils nous appellent pour se plaindre, puis on porte leur voix justement pour dire il y a quelque chose qui marche pas. Et là, on se tourne vers les experts pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis souvent, les gens vont nous appeler, nous, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Moi, je peux rien faire, mais je peux le dire que ça va mal. Mais ça va être important d'écouter, je pense, les gens sur le terrain pour trouver des solutions et faire en sorte qu'on ait un meilleur réseau au Québec. Ça tombe bien, on a une salle remplie d'experts. Exact. Moi, j'aime ça me tourner vers eux. Je les écoute, c'est porteur quand même. Puis une des problématiques, on a des discussions de notre côté, par exemple, avec les ministères, avec des villes. On entend souvent, on se sent pas écouté, on n'a pas les budgets pour le faire, on n'a pas la solution pour le faire. Puis quand je me tourne vers les experts, ils disent, oui, il y en a des solutions. Ça coûterait peut-être un peu plus cher, mais ça serait plus durable, par exemple. Donc tout ça mis ensemble, on veut contribuer à leur donner leur voix aussi. Donc si on peut aider les experts à se faire entendre, on va le faire aussi de notre côté. Là. Ben, on va parler de solutions tantôt, puis tu sais, ça n'a pas toujours besoin de coûter plus cher. Des fois, ça peut coûter moins cher.
puis on peut investir l'argent ailleurs. Yvan, est-ce que tu peux nous parler un peu des routes en Ontario versus au Québec? On entend souvent dire que les routes sont pas belles, mais on est tout le temps en train de comparer avec l'Ontario. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, les routes sont probablement plus belles en majorité en Ontario. Ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est qu'il y a une vague médiatique présentement au Québec à propos de l'état des routes. Moi, je dois dire bravo parce que ça fait au moins une dizaine d'années que je suis avec des différentes associations au niveau provincial et municipal en Ontario et au Québec. Les associations disent au gouvernement, vous mettez pas assez d'argent vers les infrastructures. Puis ça s'en vient. Là. À un moment donné, les infrastructures, le déficit il est énorme. Puis si vous investissez pas plus, ça va venir. Puis on est rendu là. On le voit maintenant qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas investi, donc le déficit est trop élevé. Donc là, il faut trouver des solutions pour réparer. Puis, tu sais, si on regarde en Ontario, surtout au niveau provincial, les gouvernements ils ont écouté plus rapidement. Donc, ils ont mis plus d'argent, plus d'investissement. Donc, la condition des routes, dans les municipalités, ils ont souvent moins d'argent, mais c'est peut-être un plus complexe la raison pourquoi il manque d'argent. Puis on peut rentrer là-dedans plus tard, mais effectivement, c'est en moins bon état au Québec, mais il y a eu un sous-investissement plus noté ici que dans la province de l'Ontario. Fait que dans le fond, Éric, on parle de nid de poule, on est rentré dans le vif du sujet, on va aller vers les solutions rapidement. Le nid de poule, c'est un symptôme de quelque chose de plus grand. Ben, en fait, c'est la conséquence, là. C'est l'état ultime de la chaussée est en fin de vie. Puis tantôt, on parlait, on a parlé de beaucoup de sujets, mais moi ce que je trouve surtout, c'est qu'on fait beaucoup les choses par habitude au Québec. Donc, on a de la difficulté ou peut-être qu'on est bien dans le confort, on hésite de se remettre en question. Et moi, avec mes partenaires avec qui je travaille dans mes recherches, là, des fois, je les challenge. J'aime ça challenger les gens. Puis ils me disent, nous, Eric, on a toujours fait ça comme ça. Fait que, ce qu'on a toujours fait, visiblement, ça fonctionne plus. Faut changer nos façons de faire. Hein. Ils ont toujours réhabilité leur route de la même façon sans se poser des questions. Là, on le voit en ce moment. Le résultat est que le réseau routier se dégrade de manière encore plus accélérée à chaque année parce que ce qu'on faisait avant ne fonctionne plus, tant au niveau de la technique qu'on choisit, mais aussi de climat. Tu sais, là, 20 ans... les hivers n'étaient pas pareils. Là. Maintenant, les hivers sont... on est toujours pas loin du moins 5 à plus 5 degrés, là, qui est comme la zone critique. Fait que c'est sûr que le climat, la situation change, il faut s'adapter. Il faut changer nos façons de faire. On peut pas continuer de faire comme qu'on faisait avant. Fait qu'on a-tu un consensus sur l'état des routes du Québec? Fred, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Écoute, rien à ajouter. On le voit à chaque fois. Moi, je pars de Québec un matin pour venir ici à Montréal, puis je le constate à chaque fois que je fais la route. C'est des grandes artères. Tu te dis, ah oui, il est quand même bien pour une artère aussi importante. C'est suffisant. Il devrait être en excellent état, cette artère-là. Fait que oui, je pense qu'on a consensus, selon moi. Même le ministère s'entend. Je pense que c'est une route sur deux au Québec là, qu'eux-mêmes considèrent en mauvais état. Donc, c'est chiffré, c'est connu, c'est su. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je trouve qu'il n'y a pas de l'air d'avoir de consensus sur qu'est-ce qu'on fait en ce moment avec ça. C'est ça la situation. Qu'est-ce qu'on fait? On entend plein de messages d'un peu partout, de différentes associations dans l'industrie. OK, mais on fait quoi collectivement? Là, c'est bien beau, chacun de son bord, sortir ses idées, mais... À un moment donné, il faut que quelqu'un allume puis quelqu'un prenne le flambeau puis l'amène, le fasse avancer au moins parce que la situation elle peut pas continuer comme ça. Il y a l'enjeu de crevaison, mais il y a un enjeu de sécurité aussi qu'on oublie là. Moi, je circule sur une route dans la Naudière là, où je suis obligé de rouler dans la voie de gauche des fois. Parce que la voie de droite est carrément démolie. Là. Donc, c'est un enjeu de sécurité. On voyait en fait une baisse des décès au Québec là, depuis plusieurs années. Puis là, ça a commencé à remonter. Donc, on rapproche du 400 décès par année. Beaucoup de gens vont dire les distractions, c'est l'alcool au volant. Est-ce que ça se pourrait que l'état du réseau routier aussi ait une part à jouer là-dedans? Là? C'est important de le constater. C'est une boîte de Pandore. Oui, absolument. Ma question revient aussi aux citoyens. Est-ce que les citoyens comprennent que c'est juste des nids de poules ou est-ce qu'ils comprennent ou conçoivent que le problème est encore beaucoup plus large que juste boucher des nids de poules? Moi, je pense qu'il y a un consensus, surtout depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années, peut-être plus à 15 ans au Québec. Je vais parler depuis la commission Charbonneau, que les gens ont tendance à penser que les entrepreneurs ne font pas du bon travail. Puis c'est pas vrai du tout. Moi, écoute, mon rôle, je fais affaire avec tous les entrepreneurs de l'Ontario et du Québec. Puis je peux te dire que les gens dans l'industrie prennent à cœur l'industrie. Ils veulent vraiment faire du bien, ils veulent travailler comme il faut. Je pense pas que les gens de tous les jours, quand ils lisent les médias,
ont toute l'histoire, toute la vraie histoire. Puis on est ici aujourd'hui un peu pour trouver des solutions. On va parler un peu tantôt. On a un coffre d'outils dans la construction, des moyens de réparer les routes. Puis ça part du béton, des routes en béton, des routes en asphalte, probablement des traitements de surface. Mais pour moi, un des gros envergures dans l'industrie, c'est un des systèmes qu'on voit pas dans le coffre à outils. J'utilise toujours l'exemple d'une route en béton. Donc, c'est une réfection de route en béton à Montréal, mais on ferme la route pendant 6 semaines. Mais si on répare une route en enrobé, on nous dit, non, vous pouvez ouvrir le lendemain, donc on ferme à 10 heures le soir, puis on a besoin d'être ouvert à 6 heures le matin. Il y a des coûts, la production est réduite énormément. Le coût de productivité, c'est énorme. La qualité de vie pour les employés. Puis en bout de ligne, qu'est-ce qu'on voit dans une ville comme Montréal? On voit des comptes partout parce que les projets prennent 10 fois plus longtemps à compléter qu'ils devraient. Donc, il y a de nombreux chantiers ouverts en même temps. Au lieu de rentrer dans un chantier puis dire on va fermer la route pendant 3-4 jours, 5 jours, on va accomplir les travaux, ça va être moins dispendieux, puis il va y avoir moins d'effet à long terme à la congestion. Puis on dirait que présentement, il y a trop d'influence à travers des politiciens, ils veulent pas nuire au public. Donc là, ils prennent des décisions que c'est beaucoup plus dispendieux pour compléter les travaux de construction. Ça, c'est un item que je trouve qu'on n'utilise pas dans le coffre d'outils. C'est vraiment à dire, on ferme la route, on répare. On parle souvent de budget, tu sais. Manque d'entretien, manque de budget. On parle aussi, on a tous entendu un article qui est passé à Radio-Canada d'un retour possible aux routes de gravier pour pallier à des budgets. Moi, j'aimerais ça faire un tour de table là-dessus parce que on veut rentrer dans le vif du sujet, puis il y a des techniques pour aller économiser à certaines places, pour aller réinvestir et mieux investir à d'autres places où c'est critique. Fred, est-ce que tu pourrais ouvrir la discussion là-dessus? Ben oui, tout à fait. En fait, ce qu'Yvan mentionnait tout à l'heure, là, c'est qu'on a un éventail de solutions. Là. On a un coffre à outils de solutions et il faut les adapter. Là, actuellement, moi, ce que je perçois au Québec, là, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est que notre coffre à outils, là, il est pas mal dénudé. Puis pourquoi? Parce qu'on se fie sur le ministère des Transports pour établir notre coffre à outils en quelque sorte. Fait que, actuellement, les municipalités, eux autres, ils regardent quel catalogue de produits, pas mal ce qui est fait au ministère des Transports, et développer un nouveau produit ou amener une nouvelle technologie au ministère, c'est long, c'est correct, on fait des vérifications et ainsi de suite, mais je pense qu'aujourd'hui, on est rendu à accélérer les solutions potentielles, les solutions possibles, et là, il faut avoir le bon produit au bon endroit. Fait que je comprends qu'une municipalité, à un moment donné, elle a une route asphaltée qui est complètement détruite parce que ça a été asphalté dans les années 80, par exemple. Il y en a plein là, sur le réseau qui sont dans cette situation-là. Asphalté il y a très longtemps, on atteint sa fin de vie. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la réasphalte? Regardent leur catalogue de produits disponibles, connaissent pas une solution alternative pertinente. Ah, on va pas la réasphalter, ça va coûter trop cher, on devrait rester sur le gravier. Ils connaissent pas le catalogue possible. Fait un manque de connaissances. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait sauter dans ce sujet-là? Ouais, moi, je les forme, les ingénieurs, moi. Puis ce que tu mentionnes, le manque de connaissances, là, moi, je le constate à l'université au Québec. Il y a plusieurs universités qui forment des étudiants en génie. Il n'y a aucun cours obligatoire en conception, dimensionnement de chaussée au Québec dans toutes les facultés de génie. Moi, j'en donne un à option. Je viens de terminer hier mon cours sur la construction dimensionnement de chaussée. J'ai 15 étudiants dans ma classe. Fait que la salle n'était pas remplie. Non. Et ça, c'est les 15 pour l'année. Ça va l'année prochaine, la prochaine cohorte. Fait que ça te donne une idée de... après, il ne faut pas se poser des questions. Faut pas chercher trop loin. Quand Frédéric mentionne le coffre d'outils est peut-être mal compris, mal connu, ben c'est sûr, les ingénieurs qu'on forme, ils n'ont peut-être pas l'intérêt pour ça. Moi, je le vois, les jeunes sont beaucoup plus intéressés par d'autres aspects de génie que le génie routier, les infrastructures routières. Puis ben, ça fait en sorte que je pense qu'on avait beaucoup d'expertise au Québec. Moi, je le vois, là, entre autres, chez les entrepreneurs avec qui je travaille. Il y a des gens très, très compétents qui ont une grande expertise puis qui ont à cœur de bien faire puis d'innover. Mm-hmm. Ben, ces gens-là, à un moment donné, il faut qu'ils prennent la retraite. Puis ben, on a négligé de poursuivre cette formation-là, le transfert de connaissances. Fait que là, on se retrouve aujourd'hui, en 2026, avec un coffre d'outils qui existe, qui pourrait être actualisé, certes,
mais que bien des gens ne connaissent pas parce qu'on leur a jamais enseigné comment utiliser ce coffre d'outils-là. Fait que c'est certainement une de nos missions aujourd'hui de promouvoir l'éventail des solutions possibles pour sauver de l'argent, pour mieux réinvestir ailleurs. On va y rentrer dans le sujet tantôt. Peut-être, Nicolas, j'aimerais ça t'entendre sur le public. Est-ce qu'il connaît ou est-ce qu'il sait qu'il y a des solutions autres que le réasphaltage? Nous, ce qu'on entend le plus, c'est vraiment, je vous dirais, le public a l'impression qu'il y a de l'argent gaspillé. Donc, le public va dire, moi, je paye des taxes, je paye cher, je donne tant de pourcents de mon salaire à chaque paye, puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se fait pour moi. Ça, c'est ce qu'on entend. Au final, chaque gouvernement qui se succède va dire, c'est moi le gouvernement qui a investi le plus dans l'état du réseau routier. Tu sais, la réalité, c'est difficile de pointer du doigt un ou l'autre des gouvernements. Il aurait fallu commencer à investir il y a 30-40 ans. Moi, j'ai pas de machine à retourner dans le temps. Je l'ai pas trouvé encore. Donc aujourd'hui, on essaie de rattraper ce retard-là qui s'accroît d'année en année. Donc c'est de plus en plus difficile. J'ai l'impression de convaincre la population qu'il y a du bon travail qui se fait, alors qu'il y en a probablement du bon travail qui se fait, parce qu'on a l'impression que tout est pire d'année en année. Puis ça se confirme avec les chiffres qu'on voit. Donc le public est un peu désabusé de ça. Je pense que ça va prendre une grande... Tu sais, j'ai souvent en entrevue, on nous pose la question, je dis, moi, j'en construis pas des routes, mais je pense qu'on est mûr au Québec pour une grande conversation, justement, sur l'état du réseau routier, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis le flip side ou le danger de ça, c'est les gens vont dire, ouais, mais il y a aussi un déficit pour les hôpitaux, pour les écoles, tout ça, puis vous voulez construire des routes. Mais c'est quand même névralgique dans notre économie, dans notre quotidien. Donc, je pense qu'il ne faut pas opposer l'un et l'autre. Il faut se mettre en mode solution pour l'ensemble des problématiques. Les routes vont en faire partie. Ça prend une route pour aller à l'hôpital. Exact, c'est ça. Mais je peux juste faire un point là-dessus. C'est là mon commentaire. Oui, il y a un coffre à outils. On commence à regarder ailleurs. Écoute, je vends du bitume, je suis responsable du bitume. Je crois que les enrobés, c'est probablement une des solutions la plus efficaces en termes de coûts à long terme. C'est vrai que dans un rang rural, en campagne, on n'a pas besoin d'asphalter. C'est vrai que dans une région municipale ou ministère où il y a beaucoup de trafic lourd, un béton, c'est probablement, ça va durer plus longtemps. Mais pour moi, c'est exactement ce que tu viens de dire. On a quand même besoin des hôpitaux, on a besoin des écoles, on a besoin d'investir un peu partout. Donc, quand on fait des travaux d'asphaltage, permettez-nous d'être efficaces avec les heures de travail, avec la méthode de travail, afin d'en faire plus avec le même montant d'argent. Présentement, on nous met des barreaux partout dans les roues. Puis, tu sais, ça coûte beaucoup plus cher que ça devrait. Puis, tu sais, si on regarde, idéalement, on regarde à Montréal, moi, je demeure à Ottawa, puis c'est la même situation à Ottawa. Les pistes cyclables, les rétrécissements des intersections pour les piétons, c'est beau, on veut en avoir, mais c'est extrêmement dispendieux. Donc, on en fait beaucoup moins avec la même main-d'œuvre, avec les mêmes coûts. Donc, en bout de ligne, on manque d'argent. Donc, si on veut investir pour réparer les routes au Québec, faites premièrement en collaboration avec l'industrie, parlez à l'industrie. Le ministère des Transports, ayez des tables avec les entrepreneurs pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver de l'argent. Cette collaboration-là, elle existe beaucoup plus en Ontario qu'au Québec. Au Québec, les gouvernements, on dirait qu'ils ont peur de parler aux entrepreneurs. Mais on peut en faire plus. C'est un peu ce que la mairesse de Montréal disait aussi. Là, elle est arrivée au pouvoir et elle dit, il me manque de machines pour réparer les rues. J'aimerais ça en faire plus, mais j'ai pas de matériel, j'ai pas de staff, j'ai rien. J'ai pas les outils. Le coffre à outils, il est plus là. Fait que là, par le temps qu'elle trouve le coffre à outils, qu'elle commande les camions, qu'elle mette du monde en place, tout ça, elle dit, soyez patient, mais c'est dur d'être patient quand tu roules dans quelque chose d'épouvantable. C'est une espèce de cycle, c'est un serpent qui se mord la queue au final. On a l'impression qu'il n'y a jamais rien qui se fait, alors qu'il n'y a pourtant jamais eu autant d'argent investi. Absolument. Tu sais, il y a un des éléments très importants que Yvan soulève, c'est de dire, oui, tu sais, il parlait des horaires de travail, comment optimiser, comment diminuer les coûts. Moi, ça fait une quinzaine d'années, peut-être 17 ans que je suis dans le domaine des routes, tu sais, puis quand on discute, quand on a des tables de concertation avec le ministère, maintenant, c'est beaucoup plus des tables informatives d'ajout de spécifications, d'ajout d'exigences. Et puis là, à un moment donné, on se dit, oui, OK, c'est correct, on veut une bonne qualité, mais parfois, on étend cette qualité-là sur le réseau partout, tandis que tu dis, OK, il n'y a pas de valeur ajoutée à cette qualité-là. Et ça, des fois, c'est dangereux. Et puis, je me pose la question, parfois, est-ce que c'est par un manque de compétences ou c'est peut-être par un manque de décisionnel, d'avoir le courage de dire, ah non, ici, c'est non, ici, il faut que ça s'applique. On se ramasse des fois avec la valeur non ajoutée d'un produit qui est hyper qualité, puis ça revient un peu avec le coffre à outils encore. À quel endroit on doit mettre le bon produit, puis ce produit-là, de quel niveau de qualité est-il vraiment nécessaire? T'sais? Quand on voit toujours les coûts augmenter, c'est pas nécessairement juste la raison de l'entrepreneur, c'est le produit qui est demandé. T'sais?
Moi, j'entends beaucoup que une des solutions, c'est l'optimisation. OK? On parle que quand on choisit la mauvaise solution, ben ça coûte trop d'argent, on manque de budget ailleurs, puis justement, ça répare peut-être pas l'ouvrage en question. Fait que maintenant, si on rentre, là, messieurs, dans le coffre à outils, quels sont les types de traitements qu'on peut faire qui peuvent justement aider à optimiser notre réseau routier? Est-ce que tu veux commencer, Eric? Ben, il y en a plusieurs. Frédéric le mentionnait, le coffre d'outils existe déjà. On peut l'actualiser, mais on n'inventera pas de nouvelles techniques. Là. On ne parle pas d'envoyer des gens tourner autour de la Lune. Là. On parle de réhabiliter des routes. Dans les techniques, ben, on a le traitement de surface qu'on a parlé, qui est très, très peu utilisé, mais pour moi, je trouve que c'est une solution qui pourrait être appliquée à plus grande échelle au Québec. Au lieu de parler de rang asphalté, moi, ce que je dis aux municipalités, tu viens d'asphalter ce rang-là qui a 100 voitures par jour, tu viens de t'engager la main dans le tordeur. Tu es obligé de l'entretenir. Puis après ça, tu es obligé de le réhabiliter puis de disposer le matériau quand il va être en fin de vie puis d'en remettre. Pourquoi tu n'as pas pensé au traitement de surface? Mais le traitement de surface, c'est pas applicable à la Ville de Montréal ou des artères principales avec du poids lourd. Il y a des techniques qui permettent de simplement régénérer les caractéristiques de surface. T'sais, une couche de surface, là, c'est 7-10 ans. C'est normal qu'elle atteigne sa fin de vie au bout de 7-10 ans. Il faut la changer. Ça ne veut pas dire que la structure au complet, il faut qu'elle soit réhabilitée. On a du traitement des fondations pour bonifier la capacité portante. On appelle ça la pulvostabilisation au Québec. Il y a le recyclage à froid. C'est des quantités, par exemple, ils diminuent d'année en année. Ben oui, moi, je peux te le dire, le nombre de projets qu'il y a eu. Pourquoi ça diminue toujours? C'est des techniques qui ont été innovantes à l'époque, puis c'est des anciennes techniques qui sont maîtrisées, contrôlées. Si je parle pour les entrepreneurs, on a des entrepreneurs qui ont ces équipements-là là, qui valent plusieurs millions de dollars, se sont équipés de ça parce que ça devait être une technologie qui allait être utilisée de plus en plus. Puis aujourd'hui, ben là, ils regardent ça puis il n'y a plus de volume. Qu'est-ce qui va se produire? Encore une fois, c'est une technique qui va tranquillement s'étouffer. Puis ça revient un peu au manque de connaissances. Les gens en place, les décisionnaires, ben ils prennent pas. Pour eux, c'est un risque d'aller vers cette technique-là parce qu'ils la maîtrisent pas, ils l'ont pas appris. Tu sais. Mais ce qui manquait tantôt dans ton commentaire, tu parlais de conversation entre les ministères, les gouvernements, les entrepreneurs. Il manque l'ingénieur au milieu. Il y a des firmes de conception qui, souvent, c'est eux qui vont dire quel traitement il faut faire. Mais ces gens-là, je pense qu'on les oublie souvent dans la discussion. On a beaucoup des discussions entrepreneurs, je m'exclus, là, mais avec des gouvernements, les ministères, avec les entrepreneurs, mais il faut impliquer nos firmes de génie, nos laboratoires qui, eux, vont nécessairement être appelés à travailler sur les contrats, les projets. Oui. Absolument. Puis un autre point supplémentaire, quand on parle d'équipement, les investissements vers les équipements, on voit au Québec depuis plusieurs années les volumes qui diminuent d'année en année. Mais les entrepreneurs, ils ont fait des investissements énormes pour des usines d'enrobés, des équipements de pavage, de traitement de surface. C'est des coûts fixes, puis c'est des coûts où ils doivent reprendre leur argent. Puis à un moment donné, quand on dit on diminue le volume d'année en année en année, on réduit les heures de travail. Ce qui arrive, c'est ces équipements-là à l'heure de travail. Quand tu comptabilises, puis tu dis, l'année passée, ma machine, elle a fait 1300 heures. Cette année, elle en a juste fait 1100. Mais l'année d'après, quand tu comptabilises sur 1100 heures, ton équipement devient plus dispendieux. Puis c'est un aspect que souvent, les donneurs d'ouvrages, le ministère des Transports, les municipalités, comprennent pas nécessairement les coûts comme les entrepreneurs le comprennent. Donc, on parle d'inflation dans l'industrie. C'est pas nécessairement de l'inflation. Il y a eu de l'inflation dans les 5-6 dernières années, énorme. Mais il y a eu une conception de projet, la façon de concevoir les projets, qui fait en sorte que les coûts deviennent astronomiques. Puis c'est pas nécessairement l'inflation. Il y en a beaucoup plus. Puis c'est là que la collaboration avec les entrepreneurs de la part des donneurs d'ouvrage devient très important. Comprendre comment on peut livrer des projets au même prix avec plus de production. T'sais, on le disait tantôt, puis Frédéric il le disait bien, là, il y a plus en plus de contraintes techniques puis d'exécution dans toutes les devis. On a été assez chanceux d'avoir des données de Colas Québec qui proviennent du Nouveau-Brunswick où il y a plus de kilomètres avec des traitements de surface que des kilomètres avec de la nouvelle asphalte. Okay? Alors qu'en Ontario, on est à quelques centaines de kilomètres, puis au Québec, on est à quelques dizaines de kilomètres de routes qui ont des traitements de surface. Est-ce que les gouvernements sont au courant que parfois ils choisissent les mauvaises solutions? Quelle question.
Je ne sais pas s'ils sont au courant qu'ils prennent la mauvaise décision, mais certainement, ils sont au courant de la décision qu'ils ont prise. Puis cette technologie-là est tout à fait connue et c'est leur décision de ne pas l'appliquer sur une plus grande surface. Et puis, on voit des communications actuellement, des entreprises demandent « Hey, venez visiter, on va vous présenter le produit. » Puis la réponse est « Ah, ce n'est pas adapté à notre réseau. » Ben voyons, comment vous pouvez dire que ce n'est pas adapté à votre réseau? On regarde d'autres solutions. C'est toujours très évasif et on dirait que c'est comme une genre de réticence au changement. Puis c'est pas nécessairement un changement en plus, mais c'est une réticence à vouloir innover carrément. T'sais. L'innovation là, des routes au Québec, là, des projets pilotes d'innovation de routes technologiques avec des nouvelles méthodes. Moi, je les compte sur une main maximum. Là. J'ai rien vu dans les 10 dernières années. Les nommer. Donc, pour moi, C'était les tiens. il y a ce côté-là qu'on ne comprend pas le coffre à outils. Puis du réseau routier, là, pour répondre à ta question sur le traitement de surface, pourquoi qu'on en fait moins qu'ailleurs, j'ai pas la réponse. Parce qu'on a, d'après moi, un réseau de routes secondaires sur lesquelles ces techniques-là s'appliquent, encore plus grand que les autres provinces dans certains cas. Et puis on en fait moins. Mais je la comprends pas, la raison, tu sais. Mais selon moi, le danger du politique, au final, c'est que c'est des cycles. Donc là, les autres, ils vont dire, mettons, j'ai un projet d'innovation qui va prendre 10 ans avant d'être livré. La personne, elle sait qu'elle sera pas là dans 10 ans. On va peut-être privilégier la technique qui est moins bonne, mais que dans 2 ans, ils vont aller couper le ruban devant les caméras. Ils vont dire, voici le leg que je laisse derrière moi. Fait qu'est-ce qu'on a un peu cette absence de volonté politique-là parce qu'on veut justement faire le ribbon cutting, qu'ils appellent en anglais. Tout ce qui est plus shiny, tout ce qui est plus visible, au détriment, malheureusement, justement, de l'innovation qui risque peut-être de prendre un peu plus de temps, mais qui va aller véritablement chercher les expertises qu'on pourrait mettre au Québec. C'est clair que c'est un problème parce que on le voit partout. Là, le cycle politique, c'est l'année avant une élection. Ouais. Il y en a beaucoup de resurfaçage. Mais les 3 autres années avant, il y en a eu moins. Donc, l'investissement est là pour dire, je veux que la route soit belle, que ça paraisse bien l'année avant l'élection pour que je me fasse réélire. C'est un peu un problème en réalité. Donc, l'investissement n'est pas nécessairement stable. Puis, c'est clair, quand on dit dans le coffre de travail, dans le coffre d'outils, un resurfaçage, souvent, c'est pas suffisant. C'est une reconstruction complète qu'on a besoin. Mais quand on priorise un resurfaçage, la surface de la route pour que ça soit beau, ben on a possiblement gaspillé de l'argent parce que cette route-là, elle va pas durer une autre vingtaine d'années parce qu'elle aurait dû être remplacée au complet. Donc, c'est vraiment... Tout s'en mêle. Là. C'est vraiment... c'est très complexe, mais c'est clair que s'il y a eu un sous-investissement depuis 15-20 ans, et on a du rattrapage à faire. Et puis, c'est là que le public, après ça, il se fâche parce qu'il voit un resurfaçage, puis pour lui, un resurfaçage et une reconstruction de la route qui est complètement différent entre les deux termes. Donc, pour lui, c'est normal, on ne lui demande pas nécessairement de comprendre. Si on est rendu obligé d'expliquer ça, c'est parce qu'il y a des mauvaises décisions qui se sont prises. Donc, lui, il voit un resurfaçage, puis il dit hey, ça n'a pas duré. C'est normal. C'était pas l'intervention à avoir, malheureusement. C'était pas l'intention en arrière. Un des collègues de l'ETS appelait ça justement un plaster sur une fracture ouverte. Elle est ouverte, la fracture, là, le petit plaster. Tu sais, moi, ce sujet-là, par rapport au déficit d'entretien puis à la taille du réseau, je pense qu'on n'aura pas le choix de faire des mauvais choix techniques, de faire un resurfaçage, sachant pertinemment que ce n'est pas la technique. Parce qu'à un moment donné, le réseau, il est démoli partout. Ouais. Fait que soit qu'on privilégie les kilomètres, soit qu'on privilégie la durabilité. Puis on en parlait l'autre fois, hein, puis tu parlais d'avoir une discussion collective. Je pense que collectivement, c'est pas une discussion d'ingénieurs, d'entrepreneurs, c'est une discussion collective à avoir. Qu'est-ce qu'on fait avec notre réseau routier? Puis, mais au moins, moi, ce que je dis, c'est aux étudiants quand je les forme, au moins si toi, en tant qu'ingénieur dans une ville, c'est le conseil qui prend la décision finale. Mais si tu leur arrives avec une ou deux conceptions, mais avec la bonne information, cette technique-là n'est pas la plus optimale, n'est pas la plus durable, mais on peut faire 10 km cette année, l'autre, on fait 1 km. Au moins, tu le sais. Au moins, savoir que ce que tu as fait, c'est pas pour régler le problème sur 15-20 ans, mais plutôt un pansement, c'est déjà moins pire. Je pense, pour perception de la population, que, regardez, on le sait que le réseau routier il est complètement démoli en ce moment. Cette année, on met l'accent sur du temporaire. Au Québec, le temporaire, on aime ça l'étirer longtemps, là, mais on va donner un grand coup pour au moins se donner 10 ans de marge de manœuvre pour reprendre le dessus. D'informer la population, je pense que le message passerait mieux.
Puis, tu sais, un point que tu amènes qui est quand même très important, c'est de dire il y a une façon d'entretenir le réseau, puis d'avoir une façon de répartir l'argent sur l'entretien du réseau. Et puis, quelque chose que je déplore, c'est qu'on sait très bien qu'au ministère des Transports, il y a un département qui s'occupe de faire la planification. Donc, il fait tous des beaux graphiques, puis il dit, le réseau, là, aux 2 ans, ils font le tour du réseau routier avec des équipements hyper technologiques qui sont capables de monitorer l'état de la chaussée à grandeur du Québec. OK? Et là, à partir de ces données-là, ils se disent, bon, ben voici sur quel tronçon on devrait intervenir de telle façon. Et ça, c'est un département, je ne me rappelle pas du nom du département, qui est au ministère, qui fait cette planification-là. Cette planification-là, par la suite, devrait descendre dans chacune des directions territoriales, qui sont des secteurs du ministère, qui ont chacun un territoire géographique au Québec et qui gèrent les interventions. Mais croyez-le ou non, quand on parle aux gens qui planifient ces interventions-là, ils nous disent... On fait descendre l'information aux directions territoriales, mais chacune prend la décision qu'elle veut bien au final. Donc, il y a un problème quand même important là aussi, là, parce qu'ils le savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, ils le savent quelle méthode utiliser, sur quel tronçon intervenir, puis quand ça tombe dans une direction territoriale, un secteur, cette recommandation-là n'est pas respectée. Quand on parle à cette personne-là qui fait les recommandations, elle nous le dit elle-même. Non, mais malheureusement, ça ne descend pas aux directions territoriales. Ça descend. La consigne n'est pas respectée. Ça fait pas de sens. C'est une très bonne idée pour un prochain podcast. Parler avec les directions territoriales. On a parlé de la hiérarchisation puis de la caractérisation des routes. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien fait actuellement puis qui pourrait nous aider à mieux optimiser nos investissements routiers? Tu parles du diagnostic là, de l'état Absolument. de santé? Non, on n'en fait pas de diagnostic au Québec. Là, très peu. Ce que Frédéric mentionnait, c'est des relevés de surface. Mais des fois, ce qu'on a besoin, c'est d'aller vérifier en profondeur quel est l'état de santé. Ouais, ben dans le fond, si je regarde juste de manière superficielle l'état de ma route et j'en déduis des problèmes en profondeur, ben des fois, on peut, je parle pas de faire à grande échelle, mais on pourrait, certaines artères, et celle-là, Colin, il y a quelque chose, là. On va aller creuser un peu plus, on va investir, je sais pas, je dis un chiffre comme ça, 50 000 $ pour une investigation plus approfondie avant d'investir 2 millions pour la réhabiliter. Ouais. Si je mets 50 000 pour choisir une technique qui va me coûter 1,5 ou 2 millions, j'ai quand même un bon retour sur mon investissement. Fait que moi, je pense que le diagnostic, il s'en fait très peu au Québec. On parle beaucoup de stratégie de maintien des actifs, mais moi, ce qui me chicote, c'est cet aspect-là du diagnostic de l'état de santé de la route. Il est très négligé parce qu'on ne dispose pas des outils encore pour permettre aux municipalités. Moi, je travaille beaucoup avec les municipalités. Je pense que ces gens-là peuvent prendre certains éléments en main. Ils connaissent leur réseau routier. Là. Des fois, t'as l'ingénieur, ça fait 25 ans qu'il est là. Ben, donnons-leur les outils pour que les municipalités soient capables d'être un peu plus agiles. Parler d'agilité. L'agilité dans le diagnostic, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, Yvan, tu considères qu'en Ontario, c'est fait de manière un peu différente? Est-ce que c'est une des raisons pourquoi vous avez des meilleures routes? Non, je pense pas. Je pense que c'est semblable un peu partout. Il y a pas toujours... Il y a rarement assez d'argent fait dans les investigations avant les soumissions. Donc, moi, j'ai été estimateur pendant des années, puis à Ottawa et Gatineau. Puis on s'assisait souvent avec la ville pour dire les plans et devis que vous nous donnez, il manque d'informations. Donc là, on va mettre des égouts aqueducs dans la rue. Le roc est à quelle profondeur? Mais là, il faisait une investigation où il faisait, en anglais, un borehole à toutes les 200-300 mètres, au lieu d'en faire un aux 100 mètres. Puis quand on leur disait planifier un petit peu plus, dépenser un petit peu plus, les ingénieurs vont être contents, là, mais le génie conseil qui fait les analyses puis le devoir de planifier les travaux, dépenser un peu plus pour avoir de l'information qui est plus pertinente et plus complète en soumission. La réponse qu'on se faisait dire, non, c'est le budget qu'on a pour faire la planification. Donc, cette planification-là, même si ça représente, je ne sais pas, 5% du coût total. Tu sais, si tu veux mettre 20% de plus dans des investigations, ça va te coûter 6% du coût total. Mais ce pourcentage de plus en termes d'information pour donner aux entrepreneurs lorsqu'ils soumissionnent, ça peut sauver des coûts énormes en exécution. Donc, je pense que c'est un problème qui est un peu partout. On a nos budgets, on dépense un peu partout les budgets, l'argent on est alloué par secteur, mais en réalité, on pourrait avoir beaucoup plus d'informations pour pouvoir compléter les travaux de façon plus efficace. Je peux-tu ajouter quelque chose là-dessus? Moi, tantôt, j'en parlais de challenger, de se remettre en question.
Moi, ce que je dis souvent aux villes, c'est quand tu fais une campagne de forage, as-tu besoin d'aller aux 100 mètres puis d'aller frapper le roc dans tes forages si tu sais très bien que tu as l'argent pour investir sur 300 mm? Ça te donne rien de forer à 4 mètres de profond. Tu gaspilles ton argent. Fait que, fais-en moins profond. Va 2-3 cuillères fendues de profondeur, fais-les plus rapprochés. Tu le sais que tu n'as pas d'argent pour aller régler le problème de profondeur. Ça te donne rien. Mais non, ça te donne rien d'aller savoir la profondeur du roc. Je parle pas de contexte d'égout, mais c'était encore une fois de se challenger, de se remettre en question, puis de dire à ton entreprise qui va aller faire les forages, ben non, fais pas comme tu fais l'habitude. Moi, je veux 1,5 mètres, mais plus rapproché, voie de gauche, voie de droite. C'est pas de la physique nucléaire, c'est juste de se remettre en question. Moi, j'adore ce que tu viens de dire. C'est du gros bon sens. Puis, tu sais, il faut le partager avec l'industrie. C'était un peu notre mission aujourd'hui. Je veux faire un dernier tour de table sur un peu le regard sur l'avenir. On s'en va où avec nos enjeux de caractérisation, d'optimisation de budget, puis de sensibilisation autant des élus que des firmes, que des entreprises. Je vais me permettre de commencer là-dessus. Je vais faire une analogie de hockey. Il y a des joueurs qui sont là pour amener l'équipe en série. Puis là, une fois en série, tu as des joueurs de série. Nous, c'est à Québec, on amène l'équipe en série, donc on en parle ouvertement, on parle des problèmes, on est capable de pointer le doigt là-dessus, mais les vraies solutions vont venir du terrain. Donc j'ai envie quand même d'être optimiste par rapport à l'expertise qu'on a au Québec. Parler à ces gens-là, de vous écouter aujourd'hui, pour moi, c'est super formateur. Puis j'ai envie qu'on partage cet optimisme-là quand même à la population. Puis on arrête d'être cynique envers justement l'industrie de la construction. La commission Charbonneau a fait très mal à l'industrie. Les gens avaient l'impression justement on se fait avoir. Mais concrètement, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui ont de l'expertise, de la connaissance, puis qui veulent faire bien pour la population. Fait qu'on est rendu en série, j'ai envie de vous laisser la parole pour conclure ça, puis d'amener des solutions positives vraiment pour la société. Moi, je vais compléter la pensée un peu. On a sous-investi. On dirait que les investissements diminuent d'année en année. On est rendu à un point où c'est critique, on a besoin d'investir plus. Il faut aussi regarder de l'autre côté où, c'est plus mon rôle maintenant, mais je suis très passionné à voir l'industrie, comment travaillant qu'on est, puis malheureusement, avec le sous-investissement, les entrepreneurs aujourd'hui, ils se disent, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Est-ce que je veux acheter du nouvel équipement ou parce qu'on ne sait pas où vont être les budgets? En même temps, les heures des travailleurs réduisent d'année en année. Donc, si tu as une équipe de pavage qui est habituée de travailler 6 mois, 7 mois par année, faire 1400, 1500 heures, puis d'année en année, les heures réduisent parce que c'est des heures réduites la nuit ou la fin de semaine, les conditions de travail sont moins belles ou il y a moins de volume. On perd des gens dans l'industrie de qualité qui ont beaucoup d'expérience, qui cherchent d'autres métiers avec une meilleure qualité de vie, avec une rémunération qui est plus stable. Donc, le fait d'avoir moins d'investissement dans l'industrie, c'est un gros cercle vicieux. C'est non seulement on en fait moins avec le même argent, mais on a du monde de moins de qualité qui veulent pas rester dans l'industrie. Dans notre ouvrage, le ministère des Transports, les municipalités ont une responsabilité de nous aider à garder du monde dans l'industrie parce que c'est à leur avantage d'avoir du bon monde qui effectuent les travaux pour eux. T'sais, on parle de pénurie de la main-d'œuvre, mais avec ce que tu viens de dire, Yvan, ça contribue à augmenter la pénurie de la main-d'œuvre. C'est qui veut une job pour Absolument. travailler la moitié de l'année ou le tiers de l'année? T'sais, quand tu rapportes ça une semaine nuit. de travail, là, ramène ça à une semaine de travail. Tu vas travailler 2-3 jours par semaine. Ça marche pas. Ben oui, puis c'est l'instabilité. On ne sait jamais quand est-ce qu'on commence, on ne sait jamais les budgets qu'il va y avoir. Comment dire à un employé, oui, inquiète-toi pas, on va commencer à travailler en mai, c'est pas possible, tu sais. Puis l'analogie du hockey, là, je voulais la ramener un peu. Là on est peut-être en série, tu sais, mais moi j'ai l'impression qu'on perd 2-1, OK? Puis que là, on est en power play. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut que tu fasses confiance à ton trio que tu mets sur la glace en ce moment parce que tu te dis, là, il faut scorer là pour au moins égaliser. Mais c'est qui ce trio-là? Mais c'est les entreprises, puis c'est les gens qui réalisent les travaux. Il faut arrêter de penser que c'est le gars sur le banc. Lui, il a fait son plan de match. Let's go, les gars, c'est à vous autres de jouer. Ben, moi, je vous le dis, les entreprises sont là pour scorer puis réussir. Il faut leur faire confiance. Tu sais, puis je veux donner la main à Bitume Québec parce qu'ils ont une stratégie justement pour venir conscientiser l'industrie, faire rayonner l'industrie. Fait que tu sais,
je le sais que vous allez contribuer beaucoup avec ça. Peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce qui va s'en venir par la suite? Ben, tu sais, tantôt, on parlait des travaux, la population qui se questionne. Ça, c'est un gros volet qu'on veut travailler. On veut réussir à montrer et à faire comprendre à la population. Regardez, les gens qui travaillent ces routes-là, c'est des gens de votre famille, c'est des gens qui sont proches de vous. Tu sais. Moi, à tous les Noëls, là, je me fais poser des questions ces routes. Mais, tu sais, je suis quelqu'un qui est fier de mes routes quand on réalise des beaux projets. Donc, c'est tous des gens qui sont proches de vous, des gens que vous connaissez de proche. On veut démocratiser ça, expliquer que les travaux qu'on fait, on les fait du mieux qu'on peut avec les balises qu'on a. Tu sais. Ça, c'est un des gros volets sur lesquels on veut travailler. Puis, à un moment donné, on veut réussir à démontrer également, écoutez, on fait avec ce qu'on a, mais on va réussir parce qu'on est vraiment résilient. Les entrepreneurs, en construction routière, je pense que c'est un des secteurs les plus résilients qui existent en construction. Merci beaucoup pour ça, Frédéric. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre à des décideurs municipaux avant qu'on ferme le panneau? Aux décideurs, je suis pas le meilleur pour les analogies de hockey, moi. Là. Je pourrais peut-être vous sortir une analogie de ski, mais pas de hockey. Là. Mais pour transmettre aux... Moi, je suis quand même très optimiste. En fait, en tant que chercheur, si je n'étais pas optimiste, je pense qu'il y aurait un problème. Là. Mais moi, je suis très optimiste, puis je lance justement une initiative avec des municipalités, puis je vois cette volonté de se remettre en question et de changer ses pratiques. Ensuite, ça prend du temps. Recherche, le revoir les façons de faire, ça va pas au rythme de l'industrie de la construction, c'est sûr. Faut se donner le temps de réfléchir, mais je pense que le futur, je pense qu'il va être positif. On voit une volonté de se remettre en question, d'essayer des nouvelles choses, de ramener le coffre d'outils, de l'ouvrir et de regarder comment il fonctionne. Moi, je le vois dans les municipalités, ça, de repenser nos façons de faire. À ce niveau-là, moi, je suis quand même optimiste pour la suite. Non? Merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent au panel de cette édition spéciale du podcast Sivalgo. On a parlé de plusieurs techniques, on a parlé d'optimisation, mais on a surtout parlé de collaboration. Fait que c'est aussi le temps que les donneurs d'ouvrages arrêtent de dire qu'ils font de la collaboration puis qu'ils mettent en place des vrais projets de collaboration. Il va y avoir d'autres éditions à venir de podcasts avec Bitume Québec sur les sujets. On est très fiers de collaborer à élever le niveau de l'industrie. Aidez-nous dans notre mission, partagez le podcast avec votre réseau. Puis si jamais vous avez des suggestions, faites-nous les parvenir, on est disponible. Merci beaucoup tout le monde pour votre temps aujourd'hui. Merci. Merci.